Bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a déjà des gens qui sont présents. Ah, Bonjour Jacques est Julien. déjà là. Bonjour Jacques. Bonjour. Euh, Bonjour. je profite, je prends les 2 minutes avant 9 h là pour déjà, je suis désolé de pas avoir été là hier, mais bon, j'ai mal, enfin, des histoires d'avion avec un planning difficile à concilier, mais en tout cas, Aïcha m'a dit que hier tout s'était bien passé. C'est bien le cas? Oui, oui. Tout s'est bien passé, d'accord. Donc à partir d'aujourd'hui, je reprends les affaires. Si jamais il y a quoi que ce soit, je serai derrière. Et puis n'hésitez pas à revenir vers Aïcha et si besoin jusqu'à moi directement pour nous parler de problèmes administratifs s'il y en a ou de difficultés techniques s'il y en a. Moi, je ne peux pas forcément régler tous ces problèmes-là, mais s'il y en a, au moins, on peut les relier si vraiment il y a des difficultés. Là, pour l'instant, vous n'êtes pas beaucoup. Le compteur est en train de monter. On attend plutôt une quarantaine d'étudiants en ligne. Je te dis, Jacques, en général, j'ai 80, entre 80 et 100 inscrits tous les ans. Et en moyenne, en Zoom, on en a 40 qui sont présents pendant les cours en direct. Et puis, il y en a l'autre moitié qui les rattrape un peu plus tard parce que c'est enregistré. Voilà. Il me reste 2 minutes. Là, j'ai fait mon petit discours de bienvenue. Mais s'il y en a là dans les 2 minutes qui ont des questions brûlantes pour tout de suite, mais vraiment des questions très courtes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Sinon, je vous reverrai dans la journée, hein. On peut reprendre des temps en fin de matinée ou en début d'après-midi, en fin d'après-midi pour discuter de tout ça. Mais s'il y a des questions là tout de suite brûlantes, je peux en prendre une ou deux, mais sinon, on se revoit un peu plus tard. Eh ben, si c'est bon, c'est bon. Et donc, Jacques, eh ben, je te laisse la parole. Merci Julien. Recording in progress. Bon, bonjour tout le monde. Je vais partager mon écran. Hmm. Ok, excusez-moi, il y a un petit problème d'autorisation. Là, je pense que tout le monde voit mon écran. Quelqu'un peut me confirmer en allumant son micro et me dire si vous voyez bien Oui, le... c'est tout bon. C'est Ok, bon. super. Bon, bonjour à tous. Je m'appelle Jacques Fourgeot. Je suis MCUPH au laboratoire de microbiologie à l'hôpital Necker. Et je vais vous faire ce cours que m'a gentiment donné ma chef de service, Marianne Lerasville. Donc, merci beaucoup. Voilà, donc je vais commencer par quelques règles d'interprétation des sérologies, quelques règles d'or, puisque ça va être l'objet du cours là pendant 1 heure. La première étant qu'en cas de problème d'interprétation, il vaut toujours mieux faire les sérologies successives dans le même laboratoire avec la même technique pour éviter bien, les discordances entre deux prélèvements expliquées simplement par des problèmes techniques. Si les difficultés persistent, il vaut mieux s'adresser et assez rapidement à un laboratoire expert. En France, on a la chance d'avoir pas mal de CNR pour chaque, enfin, un CNR quasiment pour chaque micro-organisme pathogène. Et vous avez aussi des laboratoires pour ceux qui travaillent en CHU qui sont quasiment tous experts de pas mal de domaines. Donc, ne pas hésiter à s'adresser rapidement en cas de difficulté d'interprétation à un centre expert, le vôtre au CHU ou alors à l'un des CNR des micro-organismes concernés. La troisième, c'est que il faut penser toujours à rechercher tous les sérums disponibles pendant la grossesse, notamment celui du premier trimestre.
et encore mieux, s'il est disponible, celui en antéconceptionnel, donc avant la grossesse, qui peut vraiment simplifier le diagnostic, notamment le diagnostic sérologique. Voilà, donc le diagnostic d'une primo-infection pendant la grossesse, le meilleur moyen de faire le diagnostic sérologique, c'est par ce qu'on appelle la séroconversion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut allumer son micro et me dire rapidement ce qu'est une séroconversion? De quoi? De manière très simple. On a des IgM, puis des IgG qui se positivent, alors qu'initialement il y avait des IgG négatifs. Voilà, ouais, je suis d'accord avec la partie IgG. Donc, effectivement, quand on parle de séroconversion, c'est la séroconversion de quoi? Des IgG. Et donc, c'est quand on a la chance d'objectiver un prélèvement totalement négatif en IgG et suivi de quelques semaines ou jours plus tard d'un prélèvement avec des IgG positifs. Donc, ça, c'est vraiment le diagnostic de certitude, le meilleur moyen de faire le diagnostic d'une primo-infection. Mais attention, il y a des pièges. On peut avoir affaire, par exemple, à des fausses séroconversions. On y reviendra en fin de présentation, liées notamment à des valeurs autour du seuil, ce qui fait qu'un prélèvement, un coup, il va être positif, un coup, il va être négatif. Et c'est d'autant plus vrai quand on change de laboratoire et qu'on change de technique. En ce qui concerne maintenant les IgM, eh bien, les IgM, vous connaissez, c'est le marqueur des deux, hein, IgG, IgM, qui va être le marqueur de l'infection aiguë. Donc, ça peut être expliqué par une primo-infection, mais très important, c'est pas la seule explication. D'avoir des IgM positifs sur un sérum d'une patiente au cours de la grossesse. Ça peut être aussi des IgM qui persistent, donc une préinfection qui a lieu plusieurs mois en avance, mais qui sont toujours détectés par nos techniques. C'est le cas par les techniques qui détectent les anticorps anti-CMV et anticorps anti-toxo. Ça peut être aussi des IgM qui vont avoir plus tendance à persister suite à une vaccination, contrairement à une primo-infection. Et puis, ces IgM, elles peuvent être non spécifiques, causées par une stimulation polyclonale du système immunitaire, par un autre micro-organisme, par une maladie, etc. Si les IgM sont positifs, donc là, souvent ça se passe quand on a les deux marqueurs positifs, IgM et IgG, on va chercher toujours à dater l'infection. Et donc cette datation de l'infection, puisqu'elle est souvent importante pour le pronostic, eh bien, elle repose sur une troisième technique, un troisième marqueur, c'est ce qu'on appelle l'avidité des IgG, et en général on le fait sur le sérum le plus antérieur, pour savoir si la primo-infection a eu lieu pendant la grossesse ou non. Voilà, vous avez ici une image avec trois techniques d'avidité différentes, mais c'est souvent le même principe. Donc, l'avidité des IgG, comment ça se passe? En fait, on va faire deux dosages des IgG. Un premier de manière très classique pour mesurer le taux d'anticorps avec cette réaction antigène-anticorps. Et puis, à côté, en parallèle, on va faire un deuxième dosage mais on va pas le faire comme ça, entre guillemets, à sec. On va le faire en présence soit d'un agent dénaturant, par exemple ici l'urée, qui va avoir tendance à détacher les anticorps de son antigène, ou alors on va ajouter, comme avec cette technique du fournisseur Abbott, un LISA viral ou d'un autre micro-organisme pour qu'il rentre en compétition avec les anticorps. Et donc, on va mesurer donc, ce dosage, on va doser les IgG en conditions normales et puis en conditions soit avec l'agent dénaturant, soit compétition. Et donc, on va observer, voilà, le but étant de mesurer la force de liaison de la réaction antigène-anticorps. Donc, le second dosage va être plus faible, et là, on va faire le ratio entre le dosage numéro 1 et 2, et c'est pour ça qu'on aura tout le temps un score, un ratio entre 0 et 1, ou entre 0% et 100%. Voilà pour l'avidité, et puis elle nous sert pour plusieurs micro-organismes, pas seulement des virus. Donc, le plan qu'on vous a proposé aujourd'hui, c'est de vous parler de trois micro-organismes principaux. Tout d'abord, le diagnostic sérologique de la toxoplasmose, celui du CMV et de la rubéole. Pour chaque micro-organisme, on va les passer sur le même programme, c'est-à-dire d'abord, on va regarder les recommandations. Ensuite, je vais vous présenter des algorithmes décisionnels pour l'interprétation de la sérologie. Et puis, on va enfin voir quelques cas biologiques pour chaque micro-organisme. Aujourd'hui, mon but, vous avez vu, il y a
un affreux news sur la sérologie CMV. Pourquoi? Parce qu'il y a eu du nouveau sur la sérologie CMV. Il y a la HAS qui a émis des recommandations pour le diagnostic, pour le dépistage au premier trimestre de la grossesse. Donc c'est un sujet d'actualité, c'est nouveau et c'est ce qui est le moins bien connu. Donc aujourd'hui, je vais essayer de passer plus de temps sur le CMV que les deux autres micro-organismes qui sont très connus et beaucoup plus rares que le CMV. Donc on va commencer par la toxoplasmose. Je peux juste Euh, poser donc- une question sur oui, bien l'avidité, sûr, excusez-moi. allez-y. Allez-y. Juste, du coup, quand on mesure la force de liaison, donc plus la force est forte, plus c'est ancien ou c'est l'inverse? Ah pardon, oui, bien sûr. C'est basé sur, voilà, sur la force de liaison et avec la maturation de la réponse immunitaire contre le micro-organisme, eh bien, on va avoir une augmentation de la spécificité et de la force de liaison entre les anticorps et l'antigène. Et donc, vous avez raison, plus le ratio sera élevé, donc plus il va se rapprocher de 1, plus l'infection va être ancienne. Voilà. Et c'est sur ce principe-là, merci d'avoir posé la question, je ne l'avais pas dit, sur lequel on va s'appuyer pour se servir de cette mesure d'avidité. Voilà, Merci. je vous en prie. Donc pour la toxo, il y a une obligation du dépistage chirurgique de la toxoplasmose au cours du premier trimestre de grossesse depuis de nombreuses années. Elle est basée sur la recherche des IgG et des IgM. Les femmes enceintes séronégatives pour la toxoplasmose, on doit leur remettre des informations écrites sur les mesures prophylactiques qu'elles connaissent souvent assez bien, qui sont bien connues, hein. Ça fait plusieurs années qu'il y a le dépistage de la toxoplasmose. Et quand on interroge les femmes enceintes, savoir si elles connaissent le mieux la toxoplasmose ou le CMV, eh bien, elles connaissent beaucoup mieux la toxoplasmose grâce à ce dépistage obligatoire. Troisièmement, il y a une obligation de surveillance sérologique mensuelle pendant toute la grossesse des femmes séronégatives. Donc, si au premier prélèvement, elle est séronégative, eh bien, on va lui refaire une sérologie une fois par mois, voilà, pour objectiver ou non la primo-infection. Donc, comment ça se passe? Le principe du diagnostic sérologique de la toxoplasmose, il est basé beaucoup sur la cinétique de ces anticorps, ce qui est moins vrai pour la suite. Donc, des IgM qui sont détectables entre 7 à 10 jours après la contamination, ils atteignent un maximum à un mois et puis ils disparaissent entre 3 mois et un an. Et puis, il y a une persistance, comme je vous l'ai dit, possible de ces IgM. Les IgG, quant à eux, ils sont détectables en 15 à 21 jours après la contamination. Ils atteignent un maximum en 2 à 3 mois, c'est-à-dire un plateau. Et puis, il y a une diminution et une persistance toute la vie de ces IgG. Alors, en pratique, eh bien, quand on a affaire à des IgG et des IgM négatives, là, on va conclure qu'il y a une absence d'anticorps, une absence d'immunité, et c'est dans ce cas-là, comme je vous l'ai dit, qu'on va suivre la sérologie mensuelle jusqu'à un mois après l'accouchement pour dépister une primo-infection qui aura lieu pendant la grossesse. Si les IgG sont négatives et que par contre on voit uniquement ce marqueur de positivité aiguë, les IgM, eh bien il faudra faire un contrôle à 15 jours pour faire la différence entre une séroconversion, si les IgM, si les IgG sont positifs, et si les IgG restent négatifs et qu'on a exactement à nouveau le même profil, eh bien on va conclure à des IgM qui sont non spécifiques. Enfin, s'il y a des IgG positives et des IgM négatives, eh bien là, on va penser que la toxoplasmose est ancienne et que ce sont les séquelles de la sérologie de la mère, des IgG qui sont restés et persistent positifs toute la vie. Et néanmoins, pour la toxoplasmose, ça c'est très spécifique à la toxoplasmose. Il faut faire un contrôle sur un deuxième prélèvement pour voilà, ceinturer bretelles, essayer d'objectiver si les IgG sont stables ou s'il y a un doublement du taux d'IgG. Et s'il y a doublement, eh bien, on va déterminer l'avidité sur le premier sérum. S'il n'y a pas doublement, eh bien, on va confirmer que cette toxoplasmose elle est bien ancienne. Après, vous verrez, il y a un diagramme qui résume tous les cas avant d'aborder les cas cliniques. Oui, Oui, j'ai juste une question, excusez-moi. oui. Juste pour les IgM, eux aussi, ils peuvent persister toute la vie ou pas? Sur la C'est plaque assez juste rare. devant, c'est marqué persistance possible, mais jusqu'à quand? Au-delà de un an? Non, c'est assez rare qu'ils persistent au-delà d'un an. Par contre, ils peuvent persister suite à la primo-infection pendant un an. Et puis après, on peut voir apparaître des IgM positifs pour d'autres raisons.
Donc, vous voyez, on pourra avoir deux sérums à distance à plus d'un an, les deux positifs, mais pour deux raisons différentes. Voilà. Donc, toujours se méfier avec les IgM et penser que ça peut être une réaction non spécifique. D'accord, merci. Voilà, dernière diapositive un peu boring, un peu chargée. Si maintenant les deux marqueurs sont positifs, et bien là, comme je vous l'ai dit, on va s'aider d'une troisième technique, le test d'avidité des IgG. Si le test d'avidité des IgG et si l'avidité est élevée, eh bien là, on va exclure une pré-infection récente de moins de 2 mois. Mais par contre, si l'avidité est faible, euh, là, dans ce cas-là, ça n'indique pas forcément une infection récente. Il faudra faire quelque chose en plus, ce qui est à nouveau très spécifique de la toxoplasmose qu'on ne va pas retrouver pour les deux autres micro-organismes dans la présentation d'aujourd'hui. Et là, il faudra contrôler la sérologie à 3 semaines en cas d'avidité faible. Et là, à nouveau, on va se baser sur la cinétique des IgG, la cinétique donc précoce des IgG. S'il y a un doublement du taux d'IgG avec la même technique, eh bien, on va dire que l'infection date de moins de 2 mois. Et là, on aura notre datation. Si les IgG restent stables, eh bien là, la préinfection aura eu lieu de plus de 2 mois. Et ça, c'est très important. Vous voyez, c'est en range de 2 mois. Et donc, c'est d'autant plus important d'avoir un sérum précoce pendant la grossesse pour pouvoir dire que ça a eu lieu pendant ou non la grossesse. Donc voilà, vous avez ce schéma qui résume tout ce que je viens de vous dire. Donc, si tout est négatif, on fait le suivi sérologique mensuel. Si il y a des IgM isolés, eh bien, on va se dire, tiens, est-ce que c'est une séroconversion? Est-ce que c'est un début d'infection? Ou alors, est-ce que c'est des IgM non spécifiques? Là, on va faire le contrôle à 15 jours. Si le profil reste pareil, on dirait que ce sont des IgM non spécifiques. Et si les IgG apparaissent, eh bien là, on aura objectivé la séroconversion et fait le diagnostic d'une pré-infection pendant la grossesse, le cas échéant. Si maintenant les IgG sont positifs, les IgM totalement négatives, l'infection ancienne est probable, il manque une petite flèche, il faut refaire pour la toxoplasmose uniquement un deuxième sérum pour objectiver ou non le doublement du taux des IgG. Si par contre les deux marqueurs sont positifs, étant donné que les IgM peuvent persister longtemps, là on va s'aider d'une dernière technique, l'avidité des IgG. Si elle est forte, eh bien, on va exclure une pré-infection récente. Si, par contre, elle est faible, là, on ne va pas confirmer d'emblée une infection récente, mais il faudra refaire un contrôle sérologique 3 à 4 semaines et pour objectiver ou non le doublement du taux des IgG. Le Voilà. contrôle, il doit être fait obligatoirement dans le même laboratoire ou pas? Ouais, 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 c'est beaucoup mieux. Et puis, de préférence, dans un centre expert. OK? Voilà, un cas pratique sur lequel vous allez pouvoir vous exprimer. Je vous présente ce profil du cas de la patiente qui, à 16 semaines d'aménorrhée, a des IgG et des IgM totalement négatives. Quelle est, votre conclusion? Et il n'y a pas de piège. Et quelle est la conduite à tenir sur la base de ce qu'on s'est dit? Bah, contrôle dans un mois, elle est séronégative, contrôle dans un mois. Voilà, ben, je suis d'accord avec ça. La sérologie est négative. On dit qu'il n'y a pas d'immunité contre la toxoplasmose et il faudra lui donner des recommandations d'hygiène pour éviter la contamination et puis faire le suivi sérologique mensuel pendant toute la grossesse. Voilà, cette patiente, eh bien, elle a son contrôle un mois après, à 21 semaines d'aménorrhée. Et là, on voit que les IgM sont positives et elles sont même confirmées par une seconde technique, qui est une technique différente d'ELISA, qui s'appelle l'ISAGA, et qui viennent, cette deuxième technique, confirmer la présence d'IgM antitoxoplasme. Quelle est votre conclusion? Et à nouveau, quelle est la conduite à tenir? C'est une séroconversion, du coup, il faudrait commencer un traitement par rovamicine et refaire un contrôle d'ici 15 jours pour voir aussi enfin, le contrôle sérologique. Voilà, on va d'abord, avant de mettre un traitement, chercher à confirmer la primo-infection. Donc, on voit l'apparition des IgM et, comme vous l'avez dit très justement, il faudra contrôler la sérologie dans 15 jours. 15 jours après, voilà le profil à 23 semaines d'aménorrhée. À nouveau, quelle est votre conclusion et quelle est votre conclusion? Et là, on peut consommer la séroconversion. Séroconversion confirmée. Mise en place d'un traitement.
Voilà, super. Là, on vient confirmer donc l'apparition des IgG. On a bien affaire à une séroconversion et on peut dater la primo-infection autour de 17 à 20 semaines d'aménorrhée, donc c'est-à-dire quelques jours avant, donc 1 à 3 semaines avant la première l'apparition des IgM sur ce sérum de 21 semaines d'aménorrhée. Voilà, cas 2. Là, vous avez un profil différent avec des IgG positifs, des IgM positives. Voilà, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? À Refaire, nouveau, il n'y a pas de piège. refaire les sérologies dans 15 jours. Faire Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose avant? Une avidité? Exactement ça. Voilà. On voit des IgG positifs, des IgM élevés. Et dans ce cas-là, il faut sur le même sérum et va faire la technique d'avidité. Je vous présente le résultat de la technique d'avidité des IgG, hein, bien entendu. L'avidité ne marche que sur les IgG, mais ça, vous l'avez bien compris. Et là, avec cet index à 10, eh bien, on nous dit que l'avidité est faible. Voilà. Maintenant, quelle est votre conduite à tenir? Est-ce qu'on s'arrête là ou pas? On refait un contrôle On sérologique, fait un contrôle dans 3 semaines. sérologique, 3 semaines. Et voilà, vous avez raison. Donc là, il y a un titre élevé des IgG, l'index des IgM est élevé aussi. Eh bien, on a une avidité faible. On suspecte une infection récente. Et là, pour confirmer cette primo-infection, eh bien, on fait la sérologie dans 3 semaines. Euh, Excusez-moi. voilà, oui. Oui. Est-ce que si au stade juste avant, enfin, on a un ancien sérum disponible, est-ce que on peut, genre, sur l'ancien sérum, refaire la séro et si c'est négatif, on a déjà notre diagnostic? Cool. Il faut quand même refaire Ouais, le tout à fait. contrôle. Tout à fait. Ça peut être une bonne solution plutôt que d'attendre 3 semaines. Moi, c'est le reproche que je ferai à cet algorithme. Plutôt que d'attendre 3 semaines, s'il y a s'il y a une sérologie plus précoce pendant la grossesse ou en antéconceptionnelle, ça serait très intéressant de le reprendre. Comme ça, on objectiverait ou pas une séroconversion. Donc oui, très bonne idée. Il faut tout le temps y penser. Et je ne peux être que d'accord avec votre proposition. Mais quand on est comme Malheureusement, ça au dans ce début de cas- oui, oui, Mais quand dites-moi. on est comme ça au début de grossesse, l'avidité nous permet de dater également. Donc, à moins d'avoir un sérum juste avant le début de grossesse, C'est assez rare, vous avez raison, c'est assez rare, c'est pas tout le temps le cas. Néanmoins, l'avidité, elle est là pour pallier l'absence d'un sérum, hein, vous l'avez compris, entre 2 points, parce que c'est ce qu'on veut, c'est l'idéal, ça serait que les patientes aient des sérums avant chaque grossesse, et puis qu'on puisse reprendre ce sérum en cas de doute. C'est vraiment très puissant comme approche. Malheureusement, il n'est pas tout le temps disponible. Il est même rarement disponible, et donc l'avidité, c'est une des meilleures approximations qu'on ait pour pallier à ce problème. Vous voyez? Moi, j'avais une question aussi. Quand on a des fortes suspicions comme ça de séroconversion, finalement, comme on attend contrôle à 3 semaines, voire 15 jours, est-ce qu'on peut pas d'emblée introduire un traitement pour prévenir si, enfin, par rovamicine, par exemple, puisqu'il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires et que ça nous permet de pallier à ces 3 semaines d'attente? Oui, s'il y a une forte suspicion de pré-infection, et effectivement, il est pertinent de discuter la mise en place d'un traitement pour éviter la transmission verticale. Je vous laisserai discuter ces aspects thérapeutiques avec les autres interlocuteurs. Mais effectivement, il y a deux traitements. Il y a un traitement qui permet d'éviter que le toxoplasme soit transmis au fœtus. Vous l'avez très bien mis, qui peut être instauré rapidement. Et puis, la discussion du traitement, ça va être aussi très important d'avoir la datation, puisque le pronostic n'est pas le même. Si la datation a eu lieu avant la grossesse, eh bien là, on va pas mettre de traitement. Si on est autour de la conception, on pourra se poser la question. Et puis, si on est pendant la grossesse, là, on se posera beaucoup moins la question et il faudra mettre un traitement. Mais ce qu'on veut, et ce que je vous explique aujourd'hui, c'est comment on va confirmer la primo-infection pour après mettre en place ou non des mesures de prévention secondaire ou de traitement in utero. OK? Je Merci. vous en prie. Voilà, je vous présente ce cas 2. Et 3 semaines après, vous voyez le contrôle.
Donc, quelle est votre conclusion sur ce profil? Vous vous souvenez, on avait l'avidité faible à 9 semaines d'aménorrhée, la Le patiente. le taux des IgG a doublé. Ouais, très juste. Et donc, Donc, c'est Une une séroconversion. une conversion, une toxo évolutive, quoi. C'est une primo-infection. tout à fait. Voilà. Donc là, on a des arguments avec ce doublement des IgG en faveur d'une infection de moins de 2 mois. Et donc, la conclusion, c'est qu'on pense que l'infection a été acquise au début de la grossesse, vers 7 semaines d'aménorrhée. Voilà. Il y a un troisième cas. Oui, Excusez-moi, j'avais juste une petite question. dites-moi. Du coup, là, j'ai vu que la datation enfin, la datation de début d'infection reste approximative et elle se base essentiellement sur les IgM, excusez-moi, c'est bien ça? Elle se base plutôt sur le doublement des IgG qui sont en faveur d'une infection de moins de 2 mois, sachant qu'on est à 9 semaines. D'accord. 2 mois, ça fait 8 semaines. Donc, effectivement, il y a une incertitude, mais on a des arguments pour dire que la préinfection a eu lieu pendant la grossesse. Ok, merci. Je vous en prie. Voilà, il y a un troisième cas que je vous laisserai découvrir tout seul pour passer rapidement au CMV. Je suis désolé, on n'a qu'une heure et il y a beaucoup de choses à voir. Et comme je vous l'ai dit, il y a ces nouveaux algorithmes du CMV que je veux vraiment prendre le temps Oui, de présenter. c'est François Jacquemart. Dans mon cours sur la toxose, on va reprendre Génial. toutes ces notions. Donc, ça te permet d'aller encore plus vite, en effet. Super, to the point. Merci beaucoup. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, eh bien, il y a des nouvelles recommandations qui datent de juin dernier, suite à une évaluation de la pertinence du dépistage systématique de l'infection du cytomégalovirus au cours de la grossesse. Donc, depuis cette date, pardon, il y a un micro allumé, s'il vous plaît. Alors, c'est qui? Ah, c'est bon, ça a disparu. Génial, merci beaucoup. Donc, l'HAS recommande de mettre en place un dépistage systématique national à destination de toutes les femmes enceintes dont le statut sérologique est négatif ou inconnu. Et ce dépistage devrait être réalisé au premier trimestre de la grossesse. Donc, pour le CMV, en cas de primo-infection maternelle au premier trimestre de grossesse, c'est-à-dire avant 14 semaines d'aménorrhée ou en période périconceptionnelle, voire antéconceptionnelle récente, ce qui se produit chez environ 0,5% des femmes séronégatives avant leur grossesse, il y a un taux de transmission qui varie en fonction du terme et qui peut aller de 35 à 45% au premier trimestre de la grossesse, 15 à 20% en période périconceptionnelle et 5 à 10% en période préconceptionnelle proche. Et suite à cette transmission, eh bien, le pronostic peut être très sévère. Il y a 30 à 50% de séquelles, des déficits auditifs unilatérales ou bilatérales, un syndrome, il peut y avoir des syndromes vestibulaires et des séquelles neurologiques, motrices ou avec des retards psychomoteurs. Mais si on introduit un traitement, donc la prévention secondaire par un traitement par valsiclovir à 8 grammes par jour, eh bien, on peut réduire ce taux de transmission verticale de 70%, aussi bien au premier trimestre de la grossesse et en période périconceptionnelle. Et c'est une des raisons qui fait qu'il y a eu ces nouvelles recommandations. L'HAS recommande le dépistage, comme je l'ai dit, au premier trimestre de la grossesse, chez les femmes enceintes séronégatives ou de statut sérologique inconnu, par les techniques qu'on a déjà évoquées, c'est-à-dire les IgG et les IgM en première ligne, et puis, si besoin, l'avidité des IgG anti-CMV. L'HAS nous dit aussi que ce dépistage au premier trimestre de la grossesse s'intégrera à la liste des examens déjà proposés aux femmes enceintes et que le logigramme d'interprétation des examens sérologiques suit bien, le logigramme d'interprétation proposé par le CNR herpès virus dont je fais partie avec Marianne Nuresville. Et les logigrammes que je vous ai présentés sont publiés sur le site du CNR herpès virus, qui est très facile à trouver dans Google, dans l'onglet recommandations. Et vous avez deux types d'algorithmes. Il y a un algorithme CMV biologiste qui sont assez détaillés de manière à aider les biologistes à faire des conclusions.
Mais il y a aussi des algorithmes plutôt pour le clinicien qui sont un peu plus synthétiques et je vous invite à aller les voir. Alors, quand prescrire la chirurgie CMV pendant la grossesse? Eh bien, prescrire uniquement chez les femmes connues séronégatives ou dont le statut immunitaire est non connu au premier trimestre de la grossesse et le plus tôt possible avant 14 semaines d'aménorrhée. Et si c'est non fait à 14 semaines d'aménorrhée, le rattrapage souhaité, c'est au lieu de prescrire la chirurgie CMV sur la patiente qui vient, j'en sais rien, à 32 semaines d'aménorrhée, eh bien, au lieu de le prescrire à 32 semaines, eh bien, vaut mieux le prescrire sur le sérum du premier trimestre de la grossesse, puisque, je vous l'ai dit en introduction, c'est cette période du premier trimestre qui est vraiment critique. Et le but de la sérologie et du diagnostic sérologique, ça va être de prouver ou non que cette chirurgie a eu lieu pendant cette période qui est très chaude pour les séquelles. Moi, j'ai un truc qui me gêne là. Yes, on peut l'enlever. Excusez-moi, je bouge ma barre de Zoom. Donc le CMV, les IgG sont positives. Pardon, tout le bilan est négatif au premier trimestre de la grossesse. Eh bien, il faudra recontrôler cette sérologie à 14 semaines d'aménorrhée de façon à couvrir tout le premier trimestre de la grossesse. Donc, si les IgG et les IgM sont négatives, si la patiente n'a jamais rencontré le CMV au moment de la première sérologie, eh bien, il faudra refaire cette sérologie uniquement à 14 semaines d'aménorrhée pour couvrir l'ensemble du premier trimestre et pas pendant toute la grossesse, comme on l'a vu pour la toxoplasmose sur les algorithmes précédents. Et donc là, la conclusion, ça sera l'absence d'immunité et on dira normalement qu'il faut contrôler cette sérologie à 14 semaines d'aménorrhée. Maintenant, si on a uniquement des IgG positives et des IgM négatives, eh bien, ce profil-là, il exclut la primo-infection au premier trimestre de la grossesse et en période périconceptionnelle avec une forte probabilité à plus de 95%. Là, on dira que la patiente est immunisée et qu'on n'a pas d'argument pour dire qu'il peut y avoir la survenue d'une pré-infection au premier trimestre de la grossesse ou en période périconceptionnelle. Et l'HS nous précise aussi qu'il faut, pour ce dépistage, avec les G et les MM, utiliser un test qui a des IgM avec une forte sensibilité, c'est-à-dire plus de 95%, pour détecter la survenue d'une pré-infection dans les 3 à 4 mois. Donc, comme je vous l'ai dit, en fonction des techniques, eh bien, on a plus ou moins de sensibilité. Donc, les trousses qui sont utilisées donc le plus couramment en France pour chercher les anticorps type IgM pour le CMV, donc il y a plusieurs marques qu'on vous a mis dans la diapositive, eh bien, elles ont toutes une sensibilité très élevée de détecter ces IgM un mois après la primo-infection. Par contre, les IgM, on l'a vu, il y a une cinétique, elles sont positives, elles atteignent un maximum, et après, soit en gros, elles persistent, soit elles disparaissent. Elles peuvent persister plus ou moins longtemps, et non seulement elles peuvent persister de manière physiologique, mais au bout d'un moment, elles vont passer un seuil qui font qu'elles vont peut être détectées par nos techniques. Et toutes les techniques n'ont pas les mêmes seuils, et donc elles vont pas avoir les mêmes sensibilités pour détecter ces IgM. Et donc, si on regarde ce qui se passe au-delà du premier mois, eh bien, on tombe à 86 à 97% pour un sérum au deuxième mois suivant la primo-infection et 51 à 90% au-delà du troisième mois. Et donc, il est recommandé, bien sûr, d'utiliser une technique des IgG et CMV suffisamment sensible et de considérer comme suspicieux les résultats d'IgM en zone grise. Considérer suspicieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire faire comme si elles étaient positives et puis déclencher une technique d'avidité voilà, pour confirmer ou infirmer une pré-infection au cours de la grossesse. Donc vous voyez ici au laboratoire, on a comparé deux tests IgM avec deux techniques différentes. Une technique qu'on appelle Alinity du fournisseur Abbott et puis liaison de diasorine. Ça sur 176 échantillons de 94 femmes enceintes avec une pré-infection datée par séroconversion.
Donc, ce qu'on veut vous dire par là, c'est que la date de primo-infection, elle est assez ferme puisqu'on a utilisé la meilleure technique, vous vous souvenez, la séroconversion. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que la sensibilité des deux tests pour détecter une primo-infection, eh bien, variait en fonction du temps. Et donc, vous pouvez observer qu'avec les deux techniques, on est à 95% ou presque 3 mois après la séroconversion, la primo-infection, tandis qu'au bout de 6 mois, eh bien, il y a une technique qui est toujours assez sensible, la technique lésion. Donc, on voit toujours ces IgM au bout de 6 mois, tandis qu'avec d'autres techniques, eh bien, on ne les voit pas systématiquement. Voilà. Et donc, par contre, ce qu'on peut voir, c'est que les deux tests ont quand même une sensibilité à plus de 95% pour détecter une primo-infection survenue dans les 3 mois précédents. Et c'est pour ça que les IgM vont être notre marqueur d'appel pour aller plus loin et déployer une deuxième technique. Alors maintenant, les IgG sont positives, mais inférieures à 2 fois le seuil. Ça, c'est un cas dont il faut se méfier. Quand les IgG sont basses, hein, il y a des seuils indiqués sur tous les rapports, eh bien, c'est difficile de conclure si la patiente elle est immunisée ou non. Et donc, ce qu'on a recommandé, c'est de faire une deuxième technique, donc refaire ce dosage des IgG, mais avec une technique différente. Et là, soit on va retrouver des IgG qui sont positifs avec cette deuxième technique et on va conclure que la patiente elle est immunisée, mais que par contre, il n'y a pas de facteur d'argument en faveur d'une primo-infection. Si par contre, là, les IgG sont négatives avec la deuxième technique, eh bien, on va faire comme si la patiente était non immunisée et on va faire ce contrôle à 14 semaines d'aménorrhée. Alors maintenant, les IgG sont négatives ou trop basses pour réaliser une avidité. Et les IgM sont positives. Alors ça, c'est le cas. Vous voyez, vous avez des IgM très élevés et des IgG soit neg, soit un tout petit peu positifs, vraiment faibles. C'est vraiment le cas évocateur d'une primo-infection. Et donc, on a une technique qu'on peut déployer très rapidement, en particulier dans nos CHU, c'est de faire une PCR sanguine sur le même sérum pour essayer de mettre en évidence le virus et de confirmer comme ça une primo-infection. Et on va associer à ça le contrôle de la sérologie 5 à 10 jours plus tard, la ceinture et bretelle, pour confirmer l'apparition des IgG qui fera le diagnostic de certitude. Donc, soit la PCR est négative et en parallèle, 5 à 10 jours plus tard, on n'a pas de séroconversion. Et donc, ça exclut une primo-infection. Donc, notre conclusion, ça sera absence d'immunité, sérologie à renouveler chaque mois jusqu'à 14 semaines d'aménorrhée. Soit la PCR revient positive et ça confirme d'emblée la primo-infection et notre conclusion, ça sera que le profil sérologique est compatible avec une primo-infection datant de moins d'un mois. Voilà, maintenant les IgG sont positifs, vous inquiétez pas, il y a des cas cliniques qu'on va essayer de faire au maximum après pour mettre en pratique ces algorithmes qui, pris séparément, peuvent être difficiles à intégrer. Les IgG sont positives, les IgM sont positives également. Ça, c'est un cas extrêmement fréquent du fait de la persistance des IgM, de la performance de nos techniques qui peuvent les détecter plus de 6 mois après la primo-infection. Et dans ces cas-là, avec ces deux marqueurs positifs, il faudra faire intervenir l'avidité des IgG pour essayer de dater la primo-infection. Alors, un cas simple, l'avidité, elle est forte, eh bien, cela exclut la primo-infection au premier trimestre de la grossesse, ainsi qu'en période périconceptionnelle. Et ça, avec une forte probabilité à plus de 95%. Là, on dira que la patiente est immunisée et qu'il n'y a pas d'argument en faveur d'une primo-infection au premier trimestre de la grossesse. Donc, c'est un profil extrêmement rassurant. Donc, on a fait ce même travail au laboratoire, toujours avec ces 176 sérums de 94 femmes enceintes avec une primo-infection bien datée. Et puis, on a regardé comment se comportaient 3 tests différents suite à une primo-infection. Et là, ce qu'on a regardé, c'était la sensibilité avec laquelle ces tests pouvaient détecter une primo-infection en cas d'avidité faible ou intermédiaire. Eh bien, vous voyez que les 3 techniques sont capables d'identifier à plus de 95% une primo-infection datant de plus de 3 mois.
Et pour les plus performantes, qui vont pour les tests à avidité et VIDAS, ils vont même à 99% et 98% à 4 mois. Donc les tests d'avidité ont une forte sensibilité, en particulier les tests VIDAS et liaison. Et le test Alinity a globalement une sensibilité moins élevée pour détecter la survenue d'une préinfection dans les 4 mois. Avec les mêmes data, mais aussi les données de la littérature, eh bien, on a observé qu'une avidité élevée au premier trimestre de la grossesse, là, vous voyez, c'est le cas inverse, c'est la sensibilité pour exclure une primo-infection avec une avidité qui est élevée. Eh bien, ces tests-là, les mêmes tests, excluent avec une forte sensibilité, entre 94 pour la moins performante qui est toujours Abbott et 100% pour les plus performantes. Vous avez bien la survenue d'une préinfection au premier trimestre de la grossesse et en période périconceptionnelle. Donc meilleur avec 2 tests par rapport au troisième. Et d'où l'importance, à nouveau, de faire cette sérologie le plus tôt possible pendant la grossesse, donc dès les premières sérologies, pour pouvoir conclure sur la grossesse, donc à partir de la conception, mais aussi en période périconceptionnelle, donc plusieurs semaines avant la conception. C'est toujours plus confortable de pouvoir dire, bon, ça exclut la primo-infection, y compris 2 mois avant la conception. Maintenant, les IgG sont positives et les IgM sont positives ou en zone grise, et par contre, l'avidité est faible. À nouveau, comme on l'a vu sur les 2 diapositives précédentes, eh bien il y a une forte probabilité de confirmer la préinfection au premier trimestre de la grossesse, hein. La valeur prédictive positive de la survenue d'une préinfection dans les 3 à 4 mois précédents est supérieure à 94% pour les avidités faibles. Et notre conclusion, ça va être que le profil sérologique est compatible avec une préinfection datant d'un 3 mois. Maintenant, les IgG sont positives, les IgM sont positives ou en zone grise, toujours, mais cette fois, l'avidité, elle est intermédiaire. Ça, c'est le cas le plus embêtant. Voilà, et on a montré toujours avec les mêmes données qu'il pouvait être intéressant de contrôler cette avidité intermédiaire par une seconde technique. Mais attention, pas n'importe quelle technique en première ligne et en deuxième ligne. Par exemple, la technique VIDAS, il est intéressant de la contrôler avec l'avidité liaison. L'avidité liaison avec le VIDAS, et puis la technique la moins bonne avec la technique la meilleure. Voilà, dans certaines conditions, avec certaines valeurs. Pourquoi il est intéressant de la contrôler? Eh bien, ça nous permet d'exclure davantage de primo-infection pendant la grossesse et d'éviter de prendre en charge des patientes qui ont en fait une infection entre guillemets ancienne. Voilà. Et si la deuxième technique eh bien, montre une avidité élevée, là, on est rassuré, on exclut la préinfection, tandis que si elle est aussi intermédiaire, eh bien là, on va être pas rassuré, et puis il faudra prendre en charge cette patiente avec une avidité intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment plutôt pour les biologistes, mais il faut en avoir conscience, c'est intéressant de les contrôler, c'est pour ça que vous allez avoir parfois plusieurs techniques d'avidité pour la même patiente, pour le même prélèvement. Voilà, pour vraiment prendre en charge vraiment les patientes qu'il faut. Contrôle des avidités intermédiaires permet d'affiner les indications de traitement. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, en cas de traitement, là, pareil, vous allez y revenir pour la prise en charge, je pense, dans les présentations suivantes. Mais rapidement, en cas de primo-infection avérée ou non exclue, c'est-à-dire une avidité faible ou une avidité intermédiaire, eh bien, la patiente devra être traitée, enfin, il faudra proposer le traitement à la patiente avec le valséclovir 2 grammes x 4 par jour, en pensant à bien s'hydrater, 2 litres par jour, jusqu'à la myosynthèse, qui peut être prévue à partir de 17 semaines d'aménorrhée, et l'arrêt du valséclovir si la PCR-CMV est négative dans le liquide amniotique. Dans ce cas-là, on aura passé la période critique, le fœtus n'est pas infecté à ce terme-là, et le virus pourra passer au cours du 2e et 3e semestre de la grossesse, mais sans risque de séquelles. Et bien sûr, référer la patiente en CPDPN si le fœtus est infecté.
Alors, attention, il y a des pièges euh, peuvent être compliqués aussi à appréhender. Dans certains cas, on a des difficultés d'interprétation. L'avidité peut être faussement élevée en cas de primo-infection très récente. Ça, vous allez reconnaître ces profils de primo-infection parce qu'il y aura des IgM très élevés et des IgG très basses, voire négatives, une PCR positive, et là, il peut y avoir malheureusement un résultat d'avidité aberrant, faussement élevé, mais avec des profils qui sont caractéristiques. Donc, méfiez-vous de l'interprétation de l'avidité, surtout quand vous avez tous les critères qui vous font penser une primo-infection récente. De l'autre côté, l'avidité peut être faussement basse en cas d'infection ancienne. Là, comment on y pense? Eh bien, il y a des IG et des IgM qui sont tous les deux à taux faible, donc proches du seuil. Et dans ces cas-là, on fait la PCR, elle est négative, on contrôle à 7 à 10 jours et le profil est exactement le même. Et là, si vous avez une avidité basse, eh bien, c'est pas cohérent, encore une fois. Donc, il faut se méfier. L'indication de la PCR, c'est un outil qui est extrêmement utile. Ça va être ma dernière diapositive avant les cas. Euh, dans quel cas on peut la déployer? On peut la prescrire. Eh bien, si les IgM sont positives et les IgG totalement négatives, là, à nouveau, on peut penser soit à des IgM non spécifiques, soit à une première infection. Donc, très rapidement, on peut faire la PCR. Si elle est positive, c'est en faveur d'une première infection. Si elle est négative, c'est plutôt en faveur d'IgM non spécifiques. Après, les IgM peuvent être positives fortes, et puis les IgE, ils sont faibles, et l'avidité, elle est non réalisable parce que les IgE sont trop faibles. Voilà, si vous avez des IgG, des avidités non interprétables, eh bien, on sera dans ce cas-là. C'est un profil qui est très proche au premier, sauf que les IgG se positivent légèrement. À nouveau, c'est un profil très évocateur de primo-infection, et là, on va faire cette PCR, elle sera souvent positive et on ne pourra pas interpréter l'avidité. Excusez-moi, Oui, je vous en prie. poser la question dans le cas où quand on fait une sérologie au premier trimestre et que les IgG sont positives avec des IgM négatives, donc une immunité ancienne, est-ce que il y a un risque quand même d'infection? Parce qu'on dit souvent qu'il y a des risques avec d'autres populations de CMV. Oui, vous avez raison. On peut retrouver des infections secondaires. On ne sait pas bien si c'est des réinfections ou des réactivations. Le virus peut être transmis au fœtus. Le problème, c'est qu'on n'a pas de moyens fiables de diagnostiquer ces primo-infections. Et on pense qu'il y a un risque de transmission qui est plus modeste. Mais malheureusement, on n'en sait pas assez pour prendre en charge et avoir des algorithmes décisionnels bien établis pour ces patientes-là. D'accord. Voilà. Et est-ce que Ça existe, effectivement. Malheureusement, on ne sait pas les diagnostiquer. Et dans ce cas-là, est-ce que il faudra quand même faire une sérologie mensuelle, même si on a des IgG positives jusqu'à 14 semaines? Non, non, non. Là, ici, votre patiente, elle est immunisée. Il n'y a pas la peine de recontrôler. D'accord. Après, malheureusement, peut-être qu'il y aura des signes d'infection fœtale qui se verront à l'échographie, etc. Donc, voilà. Et elle sera étiquetée. En ce qui concerne juste la partie de la patiente, elle sera étiquetée infection secondaire, quoi, non primaire. D'accord. Voilà. Je vous en prie. J'aurais une question également un petit Oui, peu oui. technique pour la sérothèque du premier trimestre. Pour la technique, pour les mesures pour le CMV, est-ce qu'on a besoin de plus de sang? Parce qu'on a eu quelques cas dans notre hôpital où, quand ils ont repris la sérothèque au premier trimestre, ils nous ont dit que c'était pas assez, la quantité n'était pas suffisante pour faire les tests dessus. Est-ce que pour le CMV, on a besoin de plus de quantité par rapport à la toxo? Pas forcément. On est effectivement en fonction des laboratoires, on garde peut-être pas les mêmes volumes, etc. En fonction des prélèvements, il peut y avoir des hétérogénéités. J'aurais tendance à dire non, pas plus de volume en ce qui concerne le prélèvement. Voilà. D'autant Avec plus les que nouvelles. c'est dur d'anticiper sur les problèmes qu'il va y avoir sur un dossier avant d'avoir fait les premières analyses. Voilà. Mais maintenant qu'on a cette nouvelle recommandation pour le CMV, est-ce que ça ne nous poussera pas à mettre de côté plus de sérum vu qu'il y a maintenant
Non, de... non, on a Ah oui. déjà, pour toutes les sérologies infectieuses au laboratoire, on garde toujours le sérum. C'est une obligation légale. On est obligé de garder ces sérums pendant 1 an. Donc, c'est pour ça que c'est très facile en France de reprendre des sérums. Et donc, du point de vue voilà, de la conservation des échantillons, non, le dépistage du CMV, il s'intègre au dépistage du premier trimestre. Et en ce qui concerne la conservation, ça ne va rien changer pour les laboratoires. Merci. Je vous en prie. Dernier cas, IgM faible et IgG faible. Voilà, ça c'est le cas. Le deuxième cas embêtant, vous avez trouvé, il y a un intérêt avec la PCR qui peut rassurer dans un premier temps en attendant le contrôle. Et le problème, c'est qu'à la fois sur le premier prélèvement et sur le contrôle, l'avidité, elle sera souvent pas mesurable, mais le profil sera rassurant parce qu'on a 2 fois le même profil à 10 jours d'intervalle et des PCR négatifs. Donc, très important de penser à la PCR dans ces cas-là. Ce qui nous amène au cas numéro 1. Voilà. Vous êtes à 12 semaines d'aménorrhée. La patiente a une sérologie qui retrouve des IgM et des IgG CMB. Il y a plusieurs propositions. Quelles sont les propositions exactes? C'est une primo-infection certaine. Ce sont des IgM non spécifiques. Un prélèvement de contrôle dans 2 à 3 semaines pour évaluer la cinétique des IgG est utile. Un test d'avidité des IgG doit être fait sur ce prélèvement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez rapidement? Numéro 4. La DTT. Pardon, la 4? Test Oui, voilà, d'avidité, ouais. c'est juste. Donc là, on a les 2 marqueurs positifs. Il faudra déployer la technique d'avidité. Donc, vous trouvez ces résultats d'avidité avec 2 techniques différentes qui retrouvent 2 fois une avidité faible. Quelles sont les propositions exactes? C'est une primo-infection qui a eu lieu avant la grossesse. Il s'agit d'une primo-infection récente survenue au premier trimestre de la grossesse. Il s'agit d'une primo-infection périconceptionnelle. Un prélèvement de contrôle dans 2 à 3 semaines serait utile pour conclure. La réponse 2, primo-infection La récente. 2. Seulement la 2? Ah, et prélèvement de contrôle. Plus le prélèvement de contrôle. La 3. Enfin, ça peut être Deux la et 3 3. aussi. Non. Ça peut être la 3. Le prélèvement de contrôle, non, ça peut pas être la 3. Voilà, là, on confirme Moins de 2 mois. la primo-infection récente survenue au premier trimestre de grossesse. Là, les avidités sont très faibles. On est à 12 semaines d'aménorrhée, donc c'est-à-dire presque à la fin du premier trimestre de la grossesse. Donc, c'est plutôt en faveur d'une primo-infection récente survenue au premier trimestre de grossesse. Voilà. Mais la prise en charge va être la même s'il s'agit d'une primo-infection périconceptionnelle ou au premier trimestre de la grossesse. Alors, le cas numéro 2, vous êtes toujours à 12 semaines d'aménorrhée, mais là, il y a des IgG et des IgM positives et il y a une avidité élevée qui est retrouvée par 2 techniques. Quelles sont les propositions exactes? Une première infection pendant la grossesse est exclue. C'est une infection maternelle secondaire. Un prélèvement dans 2 à 3 semaines pour regarder la cinétique serait utile. C'est une première infection périconceptionnelle. Voilà, j'ai une avidité élevée. C'est une Bon, elle date de plus infection de 2 mois, c'est périconceptionnelle. sûr. Donc, La 1. non. Bah, du coup, La si c'est une, 2 mois, on oui, je peut suis pas. d'accord. La première infection pendant la grossesse est exclue. Vous vous souvenez, ces tests, ils sont très performants pour exclure une première infection 3 à 4 mois avant la grossesse. Et donc là, avec ce profil-là, eh bien, on exclut une première infection. OK? Mais, Ça serait important. excusez-moi, si on dit de plus de 2 mois, ça peut tomber sur le premier mois de la grossesse. Donc, Là, c'est vraiment 4 mois, hein, 4 mois. Vous voyez, avec la performance de ces tests, qui sont plutôt de l'ordre de 4 mois pour le liaison et le VIDAS, ah, d'accord. on Donc, est c'est assez de plus proche. de 3-4 mois plutôt que 2 mois. OK, parce que ça change. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Excusez-moi. Oui, Je reviens justement à la datation sur le cas précédent. oui. Vu que les tests d'avidité, voilà, ça remonte à 3-4 mois, pourquoi on n'a pas retenu la proposition en pays conceptionnel? On aurait pu la retenir, hein. On Aurait aurait pu pas la retenu, contenir. d'accord. On aurait pu la contenir. On a des moyens maintenant assez fins en fonction de la maturation des îles pour un peu mieux dater. Avec ce profil-là à nouveau, mais c'est pas faux. On aurait pu la compter juste, hein, à vrai dire. C'est comme ça qu'on conclut souvent. Si j'avais juste eu le liaison, je serais revenu une prémonition au premier trimestre ou en période périconceptionnelle. OK? Merci.
Ok, K3. Alors là, vous avez vu, c'est encore une fois des IgG positives, M-pose, et puis cette fois, on a deux techniques intermédiaires à 12 semaines d'aménorrhée. Qu'est-ce que vous pensez que ce profil élimine la survenue d'une préinfection pendant la grossesse? Il s'agit d'une infection maternelle secondaire. Il faut reprélever dans 10 jours pour regarder la cinétique des marqueurs sérologiques. Une primo-infection périconceptionnelle ou en tout début de grossesse ne peut être exclue. La 4. La réponse 4. Et la 3 aussi? La 3, il faut. Et non, on n'a pas besoin de recontrôler, hein. Les contrôles, c'est plutôt sur les aspects toxo. Pour le CMV, il y a un cas où on attend vraiment le contrôle, c'est si j'ai pas des GG que je veux les voir, donc pour objectiver la séroconversion, mais j'ai la PCR que je peux déployer en avance. Et puis dans ce cas où j'ai des G faibles et des M faibles, et là, je ne peux pas me servir de l'avidité des IgG, et donc j'ai vraiment besoin de ce contrôle 10 jours après. OK? Mais là, dans ce cas-là, l'avidité intermédiaire, euh, il faut que la patiente soit prise en charge. On ne peut pas exclure la primo-infection en période périconceptionnelle. OK? Et dans ce cas-là, du coup, la PCR n'est pas indiquée, c'est bien ça, c'est ça. Non, dans ces cas-là, quand on peut la PCR, l'embêtant, je ne vous ai pas montré ce diagramme aussi, faute de temps, hein, mais elle peut rester positive un mois, comme plusieurs mois à des niveaux faibles. Et donc, à nouveau, elle va être positive. Ça ne va pas beaucoup nous avancer sur la datation. De même, si elle est négative, ça ne va pas exclure une primo-infection en période périconceptionnelle qui aura pu se produire 8 à 12 semaines avant. OK? Ok, C'est pour merci. ça qu'elle est moins utile dans ces cas-là. Merci. Voilà. Pour intellectuellement refaire un contrôle, voir s'il y a une maturation des IgG, ça peut être utile. Malheureusement, on est à 12 semaines d'aménorrhée. Le premier trimestre se termine à 14 semaines d'aménorrhée. On n'a pas forcément le temps de faire ce contrôle. Alors maintenant, vous êtes à 6 semaines d'aménorrhée. Les IgG sont négatifs, mais proches du seuil. Information importante. Les IgM sont très positives. Et là, on est dans ces cas-là où là, il n'y a pas de IgG, ils sont négatifs. On ne peut pas se servir de l'avidité des IgG. Vous voyez qu'on a quand même essayé sur ce dossier, mais la conclusion du biologiste, c'est que c'est ininterprétable. Quelles sont les propositions exactes? Présence d'IgM non spécifique, un contrôle sérologique dans 10 jours sera utile, une PCR CMV sanguine pourrait être utile, et la PCR sanguine dans le sang total est négative, cela élimine une primo-infection. La 2 et la 3, c'est pas le. Ouais. Une PCR CMV PCR, et la contrôle. et le Ah, et contrôle. la 4 aussi? Voilà. Et la 4 aussi, exactement. Je suis d'accord avec vous. Et on doit faire le contrôle sérologique à 10 jours pour voir l'apparition des IgG. On veut faire une PCR sur ce même sérum tout de suite pour rechercher des arguments en faveur d'une pré-infection. Si elle est positive, c'est très en faveur. Ça sera confirmé 10 jours après pour le principe. Et une PCR sanguine dans le sang est négative. Eh bien, oui, ça ne sera pas en faveur d'une pré-infection si elle est négative. Sachant que sur ce profil, il y a une différence quand même entre les IgG presque positifs, qui viennent renforcer encore ce profil de pré-infection, et les IgG totalement négatifs, avec des M au plafond. Mais ça peut être qu'une affaire de cinétique. Donc vous avez ce contrôle, oui, on est toujours sur le K5, à 12 semaines d'aménorrhée. Vous voyez que là, il y a des IgG à 41, des IgM à 45, et puis un profil d'avidité intermédiaire avec une technique et faible avec une autre technique. Donc, quelles sont les propositions exactes? Profil en faveur des IgM non spécifiques sur le premier sérum? Oui ou non? Non. 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 Il s'agit d'une séroconversion entre 6 et 12 semaines. Non. Non. En principe, si, parce qu'en fait, ils sont négatifs. C'est une question de mots, hein, là. Vous avez compris que l'infection a eu lieu avant 6 semaines, mais stricto sensu, la séroconversion, le passage de neg à pose, c'est oui. Et le résultat en faveur d'une pré-infection autour de 4 à 5 semaines, Bon, ça. oui. Oui. Un contrôle de la sérologie est nécessaire à 14 semaines. Non. Non, voilà, parce que là, on est positif. OK. Donc là, il me reste 5 minutes.
J'ai un K6, un K7. Donc, soit on continue sur le CMV, soit on passe à la rubéole pour la partie théorique. Donc, on peut faire ça pour pas trop pénaliser les personnes suivantes. OK, vous êtes d'accord? Vous OK. laisserez votre diapo à la fin? Bien sûr, bien sûr. Et vous pourrez faire les cas cliniques tout seul. Et il y a la correction. Donc, pour les dispositions légales pour le diagnostic de la sérologie de la rubéole, eh bien, il faut proposer une sérologie rubéolique à la première consultation prénatale en absence de preuve écrite de l'immunité, sauf si on a une preuve de 2 vaccinations documentées contre la rubéole et qu'elles ont été réalisées antérieurement. Pour déterminer le statut immunitaire vis-à-vis de la rubéole, on fait la détection des IgG spécifiques uniquement, donc que les IgG, et ça sur un seul prélèvement, pas comme la toxo, mais plutôt comme le CMV. OK. Vaccination après l'accouchement, avant la sortie de la maternité. Y penser si la patiente n'est pas immunisée et ou s'il n'y a pas d'antécédent de vaccination. Et la femme enceinte séronégative pour la rubéole. Il y a un contrôle sérologique à 20 semaines d'aménorrhée qui est prévu en cas de fin de séronégative, parce que la période critique, donc la période à risque de séquelles, s'étend jusqu'à 18 semaines d'aménorrhée. Pour l'interprétation, eh bien, on dira que les IG sont négatifs s'ils sont inférieurs à 18 par ml. On dira que la patiente est non immunisée. S'ils sont supérieurs, la patiente est immunisée. Le taux stable d'IgG sur 2 prélèvements à 3 semaines d'intervalle n'élimine pas une infection récente. Donc ça, il ne faut pas faire ça pour la rubéole. On va plutôt utiliser les IgM et puis l'avidité des IgG. À nouveau, les IgM le plus souvent indiquent une primo-infection de moins de 8 semaines, mais comme je vous l'ai dit précédemment, ça peut être une réinfection, une stimulation polyclonale du système immunitaire, une persistance supérieure à 2 mois après une pré-infection, mais aussi une persistance supérieure à 6 mois, donc après une vaccination. Suite à la vaccination, on aura des IgM positifs plus longtemps. Et en cas d'avidité d'IgM+, eh bien, il faudra faire l'avidité des IgG. Pour illustrer les différences entre les techniques, ça c'est une étude qui a analysé les résultats pour 321 échantillons testés avec 8 tests différents. Et vous voyez que le niveau du dosage de ces IgG des mêmes sérums eh bien, varie beaucoup d'une technique à l'autre. Là, si on prend ces 2 techniques-là ou ces 2-là, eh bien, on peut avoir des taux pour les mêmes prélèvements bien différents. Euh, la différence entre les tests d'IgG rubéole est bien due à la nature des différents antigènes utilisés sur les différentes techniques, les différents types de techniques, hein, que ce soit technique indirecte, sandwich, par compétition, capture. Et puis, de manière générale, les essais de nouvelle génération, on utilise maintenant, sont plus sensibles et donnent des titres plus élevés. Et donc, il peut y avoir des différences d'interprétation pour un même échantillon, surtout si les sérums ont un taux bas. Voilà. Et donc, on peut avoir ce passage entre une patiente qui a le même taux, par exemple à 9 pour un seuil à 10, et un coup, elle va être à 9, un coup, elle va être à 11. Et donc, si on l'a fait dans 2 laboratoires différents, même si la même technique, on peut avoir un coup positif et un coup négatif. Donc ça peut générer des inquiétudes au premier trimestre de grossesse. Les sérums d'une même patiente doivent être testés dans le même laboratoire. Voilà, pour la rubéole, c'est très important. Donc, pour vous présenter l'algorithme, eh bien, le dépistage systématique recommandé, si la patiente a reçu moins de 2 doses de vaccin ou si son statut vaccinal ou immunitaire il est inconnu. En cas d'IgM négative au premier trimestre, eh bien, la patiente est dite non immunisée. Il faudra faire un deuxième prélèvement à 20 semaines d'aménorrhée. Et sur ce deuxième prélèvement à 20 semaines d'aménorrhée, si les IgG sont à nouveau négatives, la patiente n'est toujours pas immunisée et il faudra penser à vacciner après l'accouchement. Et si les IgG se positivent, eh bien là, il faudra déployer les IgM. Et s'ils sont positifs ou négatifs, la primo-infection est très peu probable, hein. C'est une infection qui est devenue extrêmement rare en France, l'infection congénitale rubéoleuse. Et il faudra confirmer cette séroconversion par la mesure d'invalidité des IgG et la recherche d'anticorps protecteurs sur le premier prélèvement. Donc là, il faudra
que ces prélèvements ils soient analysés dans un centre expert ou qui connaît bien le sujet, avec la même technique, et pour voir, par exemple, si la technique qui a été utilisée ici, elle permet de détecter des UG. Dans ces cas-là, eh bien, en fait, on était dans ce cas de figure-là, où si la patiente est immunisée au premier trimestre de grossesse, eh bien, on ne la recouvrira pas et elle sera dite immunisée. Il y a d'autres contextes, bien J'ai une sûr. question, excusez-moi. Oui. Pourquoi on fait les IgM si dans tous les cas, on va faire la visiter? Parce que ça peut être un indicateur, hein. Ça peut être un indicateur. Faudra faire les deux, quoi qu'il arrive. Voilà. Ok, Parce merci. que, Et parce que vraiment, oui, la surveillance n'est pas mensuelle, on ne refait qu'un deuxième prélèvement à 20 semaines. oui, un seul prélèvement pour la rubéole. Hein, comme pour le D'accord. CMV, si votre patiente elle est immunisée au premier trimestre de la grossesse, pas la peine de la contrôler. Euh, voilà. Bon, j'arrive au terme de la présentation. Vous avez vu l'algorithme en ce qui concerne le dépistage. Il y a des cas cliniques pour vous entraîner, hein. Sur ces cas-là, il y a pas des mille cas. Mais le cas le plus fréquent auquel il faut penser, c'est vraiment les fausses séroconversions au premier trimestre de grossesse où vous avez une patiente où vous ne détectez pas les IgG sur le premier sérum et puis à 20 semaines, vous avez un taux faible d'IgG. Euh, on a fait un cas clinique comme ça et vous pourrez le voir. Donc, bien avoir en tête ce cas-là et puis penser à le confirmer. Et d'une façon générale, sur toutes ces sérologies, pensez à contacter rapidement un centre expert qui pourra vous aider et puis vous faire économiser du temps sur l'interprétation de cette sérologie en déployant les bonnes techniques et sur le sérum qui est disponible, sur un sérum antérieur, sans forcément devoir attendre plusieurs semaines ou jours un contrôle, voilà, qui pourrait pénaliser la mise en place d'un traitement de prévention verticale du micro-organisme. Voilà, je suis désolé, j'ai un peu dépassé pour l'orateur suivant. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Si vous avez des questions sur ce cours, vous pouvez m'envoyer un mail, il n'y a pas de problème. Et puis, d'une manière générale, les centres de référence ou vos centres. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux me dire Merci. comment je fais pour Recording mettre mon stopped. écran? Alors, moi, je vais départager la mienne. Recording in Peut-être ça vous progress. aidera. Hop, j'arrête le partage. Et là, il y a partager en bas de la fenêtre Zoom, à peu près au milieu, à côté du Ouais, cœur. Et après, il faut aller cliquer sur Microsoft PowerPoint, enfin, si vous utilisez PowerPoint, voilà, et faire partager. ça marche, ça a l'air d'être bon. Super. Ouais, moi, je la vois bien, votre présentation. Mais Ça merci à marche. tous. Désolé, c'est allé vite, mais voilà, c'était assez chargé. Voilà. Bonne journée à tous et bon début. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, vous m'entendez? Très bien. Oui, Oui, très bien. D'accord. Alors Oui. oui, le principe c'est de pas dépasser parce que après il y a un topo à 11h30, donc en 1h30 on va parler de toxoplasmose et puis des infections virales autres que le CMV, qui sont la rubéole, la varicelle et le parvovirus. Vous aurez tous ces diaporamas de toute manière, de la même manière. Alors, on va passer sur cette première diapositive qui a pour but de vous montrer ce que c'était que la toxoplasmose avant qu'on mette en place le dépistage systématique. Jacques vous a donné les dates de dépistage systématique. C'est une série qui est donc avant tout dépistage, avant diagnostic prénatal et échographie. Vous voyez que les enfants qu'on reconnaissait comme ayant des signes neurologiques de toxoplasmose, ben, ils avaient une
une atteinte sévère, et il y en avait 70% qui avaient une vision sévèrement altérée, des surdités qu'on ne voit évidemment plus maintenant, et puis 90% de retard mental et de convulsions liées pour une bonne part à l'hydrocéphalie, mais pas uniquement. Il y avait également toutes les nécroses de parenchyme cérébral. Alors on considère que globalement sur 1000 infections maternelles pergravidiques, si on a grosso modo 30% de contamination maternelle, elles sont, comme vous le verrez, elles sont plus fréquentes à la fin de la grossesse et plus rares mais plus graves au début de la grossesse. 300 enfants infectés et puis des IMG, des enfants avec des calcifications intracrâniennes, des enfants infectés avec une lésion oculaire et au bout du compte, on va considérer que sur 1000 infections maternelles pergravidiques, on aura environ 15 enfants qui auront un déficit visuel unilatéral plus ou moins important. Alors, vous connaissez euh, le schéma, hein. On a d'une part euh, la femme enceinte qui va se contaminer de manière essentiellement en avalant des oocystes de toxoplasme. Donc ça, c'est les fruits et légumes mal lavés, surtout dans des collectivités et maintenant surtout dans d'autres pays, puisque la prévalence de la toxoplasmose, comme on va le voir, est beaucoup plus faible. Et puis également, comme il y a des hôtes intermédiaires, la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite de moutons essentiellement et par le même mécanisme d'ingestion par ces animaux d'oocystes. Et puis, vous voyez le rôle du chat, qui est un hôte définitif et qui, par sa consommation de souris, voire d'oiseaux, peut excréter des oocystes qui vont se retrouver dans la viande et se retrouver dans les excréta. De tout ça, vous voyez immédiatement les mesures d'hygiène que vous connaissez déjà, en faisant attention à la consommation de viande crue, en lavant les légumes et en faisant attention à la contamination quand on change la litière des chats. Mais comme vous le voyez, ça c'était entre 95 et 2003 et ça a encore continué à régresser. La séroprévalence des femmes enceintes a complètement chuté dans ces dernières années. L'incidence de la toxoplasmose congénitale, de la séroconversion de toxoplasmose pergravidique a diminué d'au moins 70%. Et puis, ce qui a diminué également, c'est le pourcentage de patientes qui sont immunisées pour la toxoplasmose. Alors, tant qu'elles sont en France et dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'incidence, ça n'est pas bien grave, mais bien évidemment, les gens voyagent. Ils peuvent se retrouver dans des pays à plus forte prévalence et c'est surtout là qu'ils vont risquer de se contaminer. Alors, les études qu'on avait faites 2016-2020 montraient que on avait entre 1000 et 1300 nouvelles séroconversions en France chaque année, avec un pourcentage de contamination maternelle qui passait de 3% au premier trimestre à 70% dans le dernier trimestre de la grossesse. Voilà, on a de moins en moins de toxoplasmose congénitale en France. Retenez ça et retenez cette histoire de l'étranger. Euh, la mise en place des centres nationaux de référence a permis de colliger
toutes ces données, euh, vous voyez qu'à la naissance en France, 90% des enfants infectés sont asymptomatiques. Les enfants qui sont symptomatiques à la naissance, 10% essentiellement des formes modérées, des calcifications intracrâniennes, des choriorétinites périphériques. Et il y a par contre euh, un tiers de formes sévères avec des hydrocéphalies ou des choriorétinites maculaires. Et on se rend compte que l'interruption médicale de grossesse, qui est pratiquée en raison d'une hydrocéphalie SMV, on va dire globalement, représente et est pratiquée dans environ entre 3 et 5% des cas, et elle représente à peine 1% des indications d'interruption médicale de la grossesse. Vous voyez qu'en 2023, 25 laboratoires ont réalisé des prélèvements pour recherche de toxoplasme, euh, il y avait dans ces laboratoires de référence, hein, j'entends, 827 prélèvements de liquide amniotique qui ont été analysés avec un taux de positivité de 5%, la majorité des prélèvements ayant été réalisés du fait d'une séroconversion maternelle seule. Et puis, vous avez aussi des prélèvements qui sont réalisés sur des signes d'appel échographique, comme l'indication la plus importante, c'est la masse intestinale échogène. Et vous voyez que ça donne quasiment aucun prélèvement positif. Donc l'essentiel des prélèvements positifs est retrouvé sur des séroconversions prouvées pendant la grossesse. On avait globalement les mêmes résultats au premier trimestre de la grossesse. Vous voyez que globalement l'évolution de l'activité de recherche du toxoplasme reste à peu près, après avoir bien diminué, reste à peu près stable durant ces 10 dernières années, environ de 800 prélèvements. Alors, je vais passer vite là-dessus, mais je vous ai mis ces diapos pour que vous puissiez les consulter si vous le désirez et avoir la bibliographie où cet article hein, illustre le fait que l'incidence a nettement diminué de 7,5 pour 1000 à 3,5 pour 1000 à 1,6 pour 1000 et sans doute moins. Et donc, les causes et qu'on Euh, les causes qui sont évoquées sont d'une part les changements dans les habitudes de nourriture, l'amélioration des pratiques d'hygiène au niveau des abattoirs également. Euh, et puis, bon, voilà, il y a aussi le fait que si le chat est un hôte important, il y a de moins en moins de circulation par le biais des chats du toxoplasme, d'une manière un peu, euh, comment on va dire ça? Enfin, les chats en ville, maintenant, ils mangent des boîtes, hein, ils chassent plus des souris. Alors, cet article qui date de 2022 et qui parle des kystes rétiniens est intéressant parce que, d'une part, on a des récurrences de toxoplasmose qui ont été euh, observées aussi bien dans les cas de toxoplasmose congénitale que dans les cas de toxoplasmose active. Alors, avec une diminution de virulence des souches de type 1 jusqu'aux souches de type 3, et avec la possibilité d'apparition de lésions jusqu'à la 12e année. Donc, ça veut dire que les enfants infectés vont devoir être surveillés jusqu'à la puberté au moins. En Europe, les lésions sont présentes chez les enfants infectés, chez 17% des enfants après 3 ans et chez 24% des enfants après un suivi de 6 ans. Donc, il faut vraiment faire très attention à, d'une part, identifier les fœtus infectés par le toxoplasme, d'autre part,
identifier les nouveau-nés infectés par la toxoplasme, et on va voir comment on fait, et enfin de surveiller jusqu'à la puberté ces enfants-là. Alors, les mesures de prévention primaire, ben, vous le connaissez, hein, bien faire cuire de la viande, se laver les mains après les contacts avec le sol, et puis après avoir changé la litière du chat pour lequel il faut porter des gants. Euh, Faire attention aux fruits et légumes mal lavés et aux instruments de cuisine, particulièrement en collectivité. Et puis, savoir que la viande congelée en dessous de 12 degrés pendant 3 jours détruit les kystes. Excusez-moi une seconde. Voilà. Alors, c'est très difficile de savoir euh, d'évaluer la prévention primaire. Vous voyez cette étude qui dit que, comme le disait Jacques tout à l'heure, en France, les patients sont plutôt bien informés sur le toxoplasme. Dans d'autres pays, on parlait des États-Unis, bien évidemment, elles sont moins informées. Et alors, cette étude, sur laquelle je vais passer rapidement, est intéressante parce que elle permet de comprendre comment les différentes études, les différentes conduites à tenir se sont mises en place dans les années 80 et 90. Elles se sont faites sans euh, études en double aveugle comme on aurait fait maintenant. Simplement, on s'est rendu compte que d'une part, la rovamicine diminuait le pourcentage de contamination materno-fétale sans qu'il n'y ait jamais eu une étude en double aveugle là-dessus de réaliser à ce moment-là. Et de la même manière, on s'est rendu compte, puisqu'on connaissait les autres, que en mettant en place ces mesures d'hygiène, eh bien, on arrivait à diminuer le pourcentage de contamination. Mais tout ça, ça a été sur des études rétrospectives très importantes, publiées, mais absolument pas selon les critères des études qui se font maintenant. Et vous voyez qu'on est un peu prisonnier du fait que euh, l'incidence a beaucoup diminué parce que dans cette étude permet de dire combien faudrait-il de femmes dans chaque bras pour pouvoir euh, prouver une efficacité des mesures de prévention. Dans des pays à faible incidence, il faudrait 102 000 femmes dans chaque bras, donc vous comprenez bien que c'est pas possible. Dans les pays avec une plus haute incidence comme le Brésil, 6 300 femmes dans chaque bras, ça n'a pas été fait non plus. Donc on sait que ça fonctionne, mais pas en vertu d'études de méthodologie actuelles. Alors, Jacques vous a parlé tout à fait clairement, on va revenir très très rapidement sur les sérologies. Je veux insister sur cette diapositive. Elle est extrêmement importante. Le dernier test, idéalement, devrait être réalisé en postnatal pour ne pas louper les infections de toute fin de grossesse. Le dernier test, en tout cas en France, parce que là on est sûr, est réalisé au moment de l'accouchement et sur sang maternel, pas sur le sang du cordon, sur sang maternel. Et vous voyez que sur cette série qui avait été publiée il y a longtemps, de 66 infections de fin de grossesse diagnostiquées à l'accouchement par l'analyse du sang maternel, on avait la moitié des 100 cordons qui étaient négatifs, alors qu'on avait 71% d'infections congénitales sur ces nouveau-nés chez qui avait été diagnostiquée la primo-infection maternelle au moment de l'accouchement. Et on avait quand même 10% de choriorétinite. Donc si vous faites la dernière sérologie de CMV, CMV, on est tous obsédés par le CMV, de toxo au début du 9e mois, eh bien vous allez louper ces infections du 9e mois. Ces infections du 9e mois, elles peuvent se traduire par une
Est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, c'est c'est bon, bon, c'est revenu. c'est bon. C'est revenu. Alors, je vais repartager mon écran de toxoplasmose. Euh, alors, comme vous a dit Jacques, c'est vraiment très simple, hein. Étude simultanée de sérum en regardant la cinétique. Normalement, une séroconversion, on a d'abord une apparition d'IgM et puis ensuite d'IgG, et on va dater assez facilement de ça. La question des difficultés diagnostiques, c'est l'apparition des d'IgM sans IgG, le retard de détection des IgG, où on va faire donc un deuxième prélèvement, et puis les IgG non spécifiques. L'autre difficulté diagnostique, c'est quand on a des IgG sans IgM, ça peut être une réactivation, donc c'est d'où l'intérêt des CNR. Le premier sérum était en fait positif à des taux faibles en IgG. Les anticorps passifs avec une transfusion récente ou l'administration d'IgG intraveineuse. Moi, j'ai jamais vu de primo-infection sans IgM, alors que je vois des toxoplasmoses depuis 1991. Donc, c'est quand même quelque chose d'extrêmement rare. Quand on a des IgG et des IgM positives au premier examen, eh bien, vous savez qu'on va d'une part faire une avidité. Si l'avidité est supérieure, est élevé, on va dire, c'est supérieur à 4 mois. Si on a une augmentation du taux d'IgG, eh bien, Jacques vous a souligné que c'était de 2 fois en nuit, à ce moment-là, on va dire que c'est une toxo récente. Si on a une stabilité du titre d'IgG à 3 semaines d'intervalle, on va pouvoir dire que la toxo ne peut pas avoir eu lieu dans les 2 mois précédant le premier prélèvement à 3 semaines d'intervalle, dans le même laboratoire, avec idéalement étude des sérums en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire en parallèle? Ça veut dire qu'on demande au laboratoire qui a gardé le sérum congelé de décongeler le sérum antérieur et de repasser les deux en même temps pour ainsi exclure les problèmes d'étalonnage. Comme on l'a déjà dit, vous savez que le risque d'infection congénitale est faible en début de grossesse, beaucoup plus important en fin de grossesse. Vous voyez, on arrive, comme on l'a dit tout à l'heure, à 70%, alors que la gravité des infections, c'est l'inverse. En début de grossesse, c'est rare d'attraper la toxoplasmose et en règle générale, ça va se traduire par des lésions importantes. En fin de grossesse, c'est l'inverse. La conduite à tenir. Une fois qu'on a daté l'infection, et là on va dire un mot des infections périconceptionnelles, on va dire dans les 10 jours avant et dans les 10 jours après. C'est exceptionnel qu'il y ait une contamination, elle se traduit toujours par des signes échos. Donc, dès lors qu'on est sorti de la période périconceptionnelle, on met de la rovamicine à 9 millions d'unités en continu, tant qu'on est au premier trimestre. Vous savez qu'au deuxième trimestre, on met maintenant pyrimétamine et sulfadiazine et on fait une amyosynthèse, un PA, prélèvement amniotique. Si le résultat est négatif, on va laisser la femme sous rovamicine, on va poursuivre une surveillance échographique mensuelle et surtout, on surveillera la sérologie après la naissance. Jean-François Magny, tout à l'heure, vous insistera là-dessus et il fera bien car le problème est vraiment celui, quand on a un diagnostic négatif, de la surveillance sérologique postnatale jusqu'à disparition des IgG maternelles transmises. Après une amniosynthèse négative, donc c'est rovamicine et surveillance échographique, le problème qu'on a et qui est discuté régulièrement, c'est celui des infections maternelles du troisième trimestre. Certains médecins parlent de traitement probabilistique par pyrimétamine sulfamide sans faire d'amniosynthèse, ce qui peut compliquer le diagnostic néonatal. Nous, on préfère faire une amniosynthèse, même à 36 semaines d'aménorrhée, afin de pouvoir traiter l'enfant dès la naissance et avoir
un diagnostic dès la naissance, alors que de temps en temps, le diagnostic sera obtenu uniquement dans les premiers mois de vie. Si le bilan fœtal est positif et si le fœtus est infecté par le toxoplasme, avant 15 semaines d'aménorrhée, on sait que c'est là qu'il peut y avoir des infections sévères et on va faire une surveillance écho très régulière. La discussion de l'interruption médicale de grossesse, en cas de signe écho, on considérera que le pronostic est mauvais et donc on considérera une interruption. On informera la patiente lui est possible de demander une interruption médicale de grossesse. Si on est sur une infection maternelle après 15 semaines d'aménorrhée, eh bien, on commencera avec pyrimétamine à diazine, l'ederfoline et surveillance échographique. Donc, vous avez déjà vu cette diapositive-là. Simplement pour vous présenter une diapositive avec laquelle je me suis promené dans le monde entier parce qu'à ce moment-là, on avait beaucoup de séroconversions de toxoplasmose. Vous voyez 2030 séroconversions, 148 fœtus infectés. Plus personne ne peut avoir des séries comme ça maintenant. Et quand on avait les infections maternelles avant 16 semaines d'aménorrhée, eh bien, 52%, 52 fœtus infectés, donc 60% présentaient les signes échos, la moitié avec dilatation ventriculaire. Dans une période intermédiaire entre 17 et 23 semaines d'aménorrhée, on pouvait voir quelques dilatations ventriculaires et des signes échographiques, et globalement, après 22 semaines d'aménorrhée, plus de dilatation ventriculaire. Un mot d'imagerie, on a l'imagerie extracérébrale de tout syndrome infectieux fœtal, l'hyperécogénécité intestinale, les calcifications hépatiques, le placenta épais, les pensions péricardiques acides, et puis les infections, l'imagerie qui peut être plus spécifique de toxoplasmose avec une dilatation ventriculaire rapidement évolutive et des hyperdensités intracrâniennes. La dilatation ventriculaire pourra être unilatérale ou bilatérale selon qu'il y a une sténose du cou d'un trou de Monro. Elle débute au niveau des cornes occipitales. Si vous avez dans un contexte de toxo une dilatation ventriculaire, enfin des ventricules mesurés à 10 mm et que 3 semaines après, c'est toujours 10 mm, c'est pas la toxo. La toxo, ça passe de 10 à 25 mm en 3 semaines, hein. Donc ça évolue toujours très rapidement. Les colpocéphalies modérées sont le plus souvent dans les limites de la normale et en tout cas correspondent pas à des toxoplasmoses congénitales évolutives. Et puis, on a des zones d'hyperécogénécité parenchymateuse qu'on appelait avant calcification intracrânienne. Et je vais vous en montrer quelques-unes. Ce sont des images qu'il faut bien connaître. Ça, c'est les images d'acide, de placenta épais, de splénomégalie. Rien de bien nouveau. Le rappel qu'un cerveau, ça s'analyse dans les 3 plans de l'espace. Et puis, vous voyez cette dilatation ventriculaire qui progresse à toute vitesse, avec des petites zones d'abcès qui cavitent d'ailleurs au bout de quelques temps. Et ces images hyper denses qu'on voyait avant uniquement par voie transabdominale, hein, faisant un peu d'histoire de l'échographie. En 83, quand on a commencé à faire du diagnostic prénatal de toxoplasmose congénitale en faisant des fonctions de sang fœtal, eh bien, on n'avait pas d'écho vaginal. L'écho vaginal est arrivé vers les années 87-88 et on les voyait comme ça sur des plans du BIP. Maintenant, en écho vaginal, on voit la corticale osseuse, les espaces péricérébraux, le manteau cérébral et vous voyez cette petite image hyper dense. Ces images hyper denses, elles peuvent être corrélées avec la présence de choriorétinite d'une manière statistiquement significative. Un cas que j'ai eu à l'hôpital américain il y a une dizaine d'années, d'une femme qui arrive de Chine à 30 semaines d'aménorrhée
et chez qui je fais une échographie systématique. Et on voyait d'une part cette dilatation ventriculaire qui était essentiellement au niveau occipital, avec des petites calcifications en périventriculaire et une PCR toxo très positive. Alors, je vais vous présenter rapidement quelques articles qui permettent, comme ça vous en aurez des références, qui permettent de détailler les différentes lésions, les lésions de dilatation ventriculaire, de nodules hyperdenses. Vous êtes toujours là, vous m'entendez? Allô, allô? Oui, 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 j'entends, oui. Oui, oui, Je oui, me on sens vous entend. tellement seul par rapport au cours qu'il y avait avant que je ne sais jamais si vous êtes là. Et voilà, les deux principales, c'est ventriculomégalie et nodules périventriculaires, mais on peut avoir aussi des nodules au niveau codothalamique, des petits kystes et des hyperdensités périventriculaires, des dysgénésies du corps calleux. On voit ici ces petites lésions qui peuvent même caviter et ces lésions également, qu'on retrouve également dans le CMV, d'hyperdensité de la substance blanche en périventriculaire. Et sur cette image-là, des images de dysgénésie calleuse sur un corps calleux initialement normal et qui s'altère. Des diagnostics tardifs qu'on peut avoir. Avant 2000, avant les années 2000, on ne se posait pas tellement de questions. Quand on avait une toxo des premières semaines de grossesse et des 10 premières semaines de grossesse, quelle que soit l'échographie, on se disait qu'on avait suffisamment d'antériorité pour annoncer un mauvais pronostic neurodéveloppemental et informer les patientes qu'elles pouvaient demander une interruption médicale de grossesse. On s'est rendu compte depuis les années 2000 que certains fœtus avaient peut-être des charges parasitaires faibles et pouvaient donc, s'il n'y avait pas de dilatation ventriculaire et d'anomalie écho, on pouvait penser qu'il y avait un bon pronostic neurodéveloppemental et donc poursuivre les grossesses. Mais si on poursuit les grossesses des toxos du première semaine de grossesse, il faut faire attention. D'une part, parce qu'on ne maîtrise pas la choriorétinite, bien évidemment, pendant la grossesse. D'autre part, parce que il peut y avoir, et là c'est le cas sur ce cliché, des lésions qui vont être abattardies par la présence de pyrimétamine. Vous voyez ici des images de troubles de la giration. Donc, prudence là-dessus. Et donc, les fœtus infectés, les facteurs de mauvais pronostic neurologique, c'est évidemment la présence d'hydrocéphalie et des lésions de nécrose cérébrale, mais également le terme précoce. N'oubliez pas, 50% des fœtus ont développé une hydrocéphalie. Et donc, l'intérêt d'avoir pour les grossesses qui sont poursuivies un suivi très détaillé, une information des parents sur incertitude du pronostic neurologique et oculaire. Dans mon équipe, on accepte une demande d'interruption médicale de grossesse formulée dans ce contexte-là et on reste extrêmement prudent. Alors, vous allez avoir là aussi un certain nombre d'études. Ça, c'est l'étude qui permettait de dire que il y avait l'étude de Bérébi à Toulouse qui permettait de dire que certains enfants pouvaient avoir un devenir euh, sans dilatation ventriculaire après une primo-infection du premier trimestre de la grossesse. Donc, on a parlé des facteurs pronostiques. Pronostic des hyperdensités intracrâniennes est difficile à établir. En règle générale, ça n'obère pas le pronostic sur le plan neurodéveloppemental. Je vous ai expliqué qu'il y avait des corrélations avec le pourcentage de lésions de choriorétinite. Normalement, pas de corrélation avec des séquelles neurosensorielles. Ça a été mis en évidence, incriminé, puis euh, nié dans la responsabilité dans les crises d'épilepsie à l'adolescence. Et finalement, euh,
on pense que quelques calcifications intracrâniennes isolées n'obèrent pas le pronostic neurodéveloppemental. Alors, ça, c'est des séries, les dernières séries. Souvenez-vous de la première diapositive et du pronostic qu'on avait sur les fœtus infectés. Maintenant, les pronostics infectés, vous voyez, 94 enfants, ça c'était l'Institut de Puriculture de Paris où je travaillais antérieurement. On avait des anomalies au fond d'œil, mais des handicaps visuels quasiment plus. Alors, pourquoi on ne voit plus de formes graves? Est-ce que c'est la rovamicine? Oui, la rovamicine et pyrimétamine après le premier trimestre diminue la contamination materno-fœtale. L'écho permet de voir un certain nombre de choses, parfois de manière retardée, on l'a vu. L'amniosynthèse ne suffit pas. Et donc, il faut vraiment avoir à l'idée que c'est la synergie suivi écho et amniosynthèse qui apporte la meilleure capacité diagnostique. Et bien évidemment, ce qu'on veut, au-delà de la disparition des formes sévères, c'est qui ont disparu parce que on a fait une interruption médicale de grossesse. Ce qui nous intéresse, c'est le pronostic visuel de ces enfants-là, de lésions choriorétinites et l'idée de diminuer la choriorétinite. Et c'est là qu'on arrive à l'importance d'un traitement, d'un repérage des séroconversions du premier trimestre de la grossesse, d'une amyosynthèse au moins 6 semaines après l'infection, pas avant 17-18 semaines d'aménorrhée, et de la mise en place d'un traitement par pyrimétamine afin de pouvoir diminuer au maximum le risque de choriorétinite. Alors là, vous allez voir, ça c'est l'équipe de Reims-Vallon qui donne à chaque fois une diminution à la transmission verticale, une diminution de la sévérité des infections, d'une part liée à l'IMG, d'autre part liée au traitement précoce. Alors vous allez avoir, je passe un petit peu rapidement là-dessus, pour arriver à cet article de l'expérience autrichienne qui est un petit peu différente. Ils ne mettent pas pyrimétamine, ils traitent beaucoup avec du flagile, mais globalement, on a les mêmes résultats partout. On diminue le pourcentage de séroconversion et on diminue la gravité des infections sévères, interruption de grossesse, modérée avec des lésions du fond d'œil, par le traitement, quel qu'il soit, le plus précis, le plus précoce possible. Cette étude du professeur Laurent Mandelbrot à Colombes, qui a été publiée en 2008, qui illustre le fait que, avec un traitement parasiticide par pyrimétamine adiazide, on va avoir une diminution plus importante de la contamination materno-fœtale, sans qu'il y ait exactement de différence statistiquement significative. Et puis que, évidemment, plus le traitement est diminué tôt après la séroconversion, meilleurs seront les résultats. Alors, vous verrez ça, il y a quelques traitements qui commencent, de nouvelles molécules qui commencent à apparaître, mais pour l'instant, on n'a quand même pas beaucoup d'alternatives à pyrimétamine, à diazine. Et puis vous verrez également les recommandations des différentes sociétés de gynécologues obstétriciens, que ce soit le Canada, que ce soit l'American College de gynéco-obstétrique. On a toujours les mêmes recommandations. Ce tableau qui a été fait par Valentine Forbardon, qui est MCU à la Pitié après avoir travaillé longtemps avec le professeur Ville, qui recouvre bien
tout ce qu'on doit savoir sur la prise en charge de la toxoplasmose. Le plus important étant, quand on a un fœtus non infecté après une amyosynthèse négative, la surveillance pendant au moins 6 mois, 6 mois à 1 an du nouveau-né pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'infection tardive qu'on n'aurait pas mise en évidence à la naissance. Et ça, le seul moyen de le mettre en évidence, c'est de surveiller la régression des IgG que tous les nouveau-nés ont à la naissance. Ils ont les IgG maternels, ce qui les protège de beaucoup de choses. Et donc de surveiller que les IgG maternels reviennent à 0, auquel cas on va se dire cet enfant n'a pas attrapé la toxoplasmose, mais si à 5 mois de vie, on observe un rebond sur les IgG, on va se dire ah, il a attrapé la toxoplasmose de manière tardive après la myosynthèse et il faut le traiter. On va le traiter pendant 6 mois à 1 an, le surveiller jusqu'à l'adolescence. J'ai eu il y a quelque temps une histoire fort regrettable d'une jeune femme qui m'a été ramenée, qui n'habitait pas en France, à qui à la mère de laquelle j'avais pratiqué une amyosynthèse il y a maintenant une vingtaine d'années. Le résultat était négatif en insistant sur le fait que il fallait surveiller la sérologie du nouveau-né jusqu'à disparition des IgG maternelles transmises. Ça n'a pas été fait. Cette jeune fille est revenue à 15 ans, maintenant ça fait 5 ans, avec des lésions de toxoplasmose floride. On a réussi à lui sauver la vision, mais ça n'était pas acquis au début. Et donc, toujours penser qu'un diagnostic prénatal négatif de toxoplasmose est terminé en moyenne 6 mois après la naissance, quand les IgG maternels se sont négativés. C'est sans doute le principal message que j'ai à vous donner. Et puis après, vous allez avoir en effet quelques autres articles, les schémas dans différents pays, que ce soit en Allemagne, en Autriche, les conséquences sur le plan socio-économique euh, de tous ces dépistages et une biblio récente. Voilà, j'attends vos questions sur Atoxo. Avant de passer au virus, si vous voulez bien m'excuser, je reviens dans une seconde. Me voilà revenu. Est-ce que vous avez des questions sur la toxoplasmose? Est-ce que vous pouvez juste, j'ai pas compris, enfin la dernière remarque, quand vous avez dit qu'il fallait attendre les 6 mois, enfin j'ai pas d'avoir mal compris en postnatal, c'est-à-dire que quand on a suspecté une infection congénitale, il faut bien
contrôler à 6 mois la sérologie maternelle. Enfin, je Alors, ne sais pas si vous je me suis voyez mélangée cette sur la... diapositive-là? Ça montre que en début de grossesse, le risque est faible de contamination, mais qu'en fin de grossesse, il monte jusqu'à 70%. Ça veut dire que quand on a une infection du premier trimestre de la grossesse, on va faire une amniosynthèse environ 6 semaines après, vers 18 semaines, pas avant 18 semaines d'aménorrhée, et on va se baser sur cette amniosynthèse pour dire que le fœtus n'est pas infecté. Ce graphique-là témoigne de la, entre guillemets, perméabilité importante du placenta au toxoplasme, même si la patiente est sous rovamicine. Donc, dans 1%, 2%, maximum 3% des cas, on peut se retrouver avec un nouveau-né qui a été contaminé en toute fin de grossesse, malgré le traitement par rovamicine, après la myosynthèse négative, parce qu'il y a eu un passage transplacentaire du parasite dans les dernières semaines de la grossesse. 2 à 3% des cas. Ça survient donc, c'est une infection qui survient à un moment où c'est pas le plus grave, hein, diapo suivante, c'est pas très grave sur le plan en termes neurologiques, mais par contre, c'est une infection qui peut donner une atteinte rétinienne qui doit être traitée, parce que, et qui doit être prévenue. Si je fais une amniosynthèse à 18 semaines d'aménorrhée et que je dis le fœtus n'est pas infecté, je continue à le surveiller jusqu'à la naissance, on lui fait un fond d'œil, une échographie transfontanellaire, on dit tout est normal, c'est terminé. À ce moment-là, on passe à côté des nouveau-nés qui ont été infectés tard dans la grossesse, dans le contexte d'une primo-infection de la première moitié de grossesse à la myosynthèse négative, mais parce qu'il y a quelques kystes toxoplasmiques qui sont restés dans le placenta et qui sont responsables d'un passage tardif. Et donc, ces enfants, à la naissance, ils n'auront rien, ils n'auront aucun signe. Ils sont infectés depuis un mois, ils n'auront aucun signe. Si on leur fait une prise de sang, ils auront des IgG transmises maternelles. Si on leur fait un fond d'œil et une écho transfrontalaire, ils n'auront rien, ils n'auront rien. Et c'est cela qu'il faut absolument identifier. Pour pouvoir les identifier, on leur fait une prise de sang tous les mois, jusqu'à négativation des IgG maternelles. En moyenne, à 5 ou 6 mois, ces IgG d'origine maternelle disparaissent et le nouveau-né, enfin le nourrisson, a une sérologie négative. Et on va dire, là, on est sûr qu'il n'y a pas eu d'infection tardive après la myosynthèse. Si jamais on observe un rebond qui survient entre 4 et 6 mois, à ce moment-là, on va se dire, ah, malgré la myosynthèse négative, il y a eu une contamination tardive pendant la grossesse. On va le traiter 6 mois à 1 an, et surtout, on va le surveiller jusqu'à la puberté sans fond d'œil. Est-ce que vous avez compris? Oui, c'était très clair, merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la toxoplasmose? Oui, une petite question. Euh, la patiente sera sous rovamicine en attendant la myosynthèse et on attend de passer à sulfadiazine et adiazine et puis dipyrimétamine que si on a une amyosynthèse positive. Alors, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps. Sur ce qui est dit maintenant, c'est que euh, sulfadiazine et pyrimétamine sont supérieurs à la rovamicine pour diminuer le pourcentage de contamination materno-fétale. Donc, on est dans deux situations différentes. Si j'ai une infection du début de la grossesse, du premier mois de la grossesse, et que je vais faire une amniosynthèse vers 17-18 semaines d'aménorrhée,
je ne vais pas changer pour mettre sous pyrimétamine adiazine uniquement pendant 15 jours, entre 16 et 18 ou entre 15 et 17. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si j'ai une infection du deuxième trimestre de la grossesse, et imaginons entre 16 et 20 semaines d'aménorrhée, c'est intéressant de faire une amniosynthèse